Le flash vadoisien avec Hugo Mouliot. Le musée de la boxe fermé définitivement à Sannois, n'ayant accueilli que 17 visiteurs l'année dernière. Le maire Les Républicains désire passer la collection du musée à un commissaire-priseur pour en estimer le coût. Cela provoque la colère de Francesco Saldania qui a prêté magazine, livres, coupe et licence. Le musée ouvert en 2005 a également accepté le déclassement de certaines œuvres. La résidence neuve Jean Prouvé à Sarcelles, privée de ses habitants. Depuis mai 2017, des squatteurs réguliers viennent déloger les habitants dans un peu plus de 36 appartements. Entre bruit, bagarre et excréments sur le palier, la coupe est pleine pour la société propriétaire foncière. Le tribunal s'est prononcé en faveur de l'expulsion des squatteurs et la société de construction souhaite investir 100 000 € pour tout rénover et réembaucher un service de nettoyage. La ville de Garges-les-Gonesse lance des journées propreté avec des associations locales. Le centre social Dulce September invite les curieux dans différents quartiers de la ville à un stage de fabrication de produits ménagers. Un atelier de jardinage et de plantation de nourriture 100% bio est aussi organisé. Jusqu'à vendredi, le programme est disponible sur le site de la commune. À Chaumontel, les habitants luttent contre les nuisances d'une station-service. La station Morantin crée des nuisances sonores avec rouleau automatique et aspirateur, mais également des odeurs nauséabondes de produits d'entretien. Le droit de construire est également flou, mais le propriétaire assure que son architecte va déposer un permis rectificatif. Le collectif Stop aux nuisances travaille avec le maire syndical de la ville pour améliorer les conditions de vie des habitants. Et pour en finir avec une page culturelle, l'ensemble à cordes Les Trilles se produira ce samedi 23 juin à 21 h à l'église d'Auvers-sur-Oise. L'orchestre est dirigé par Nemanja Radulovic, plusieurs fois récompensé pour son étude du violon, notamment en 2003 avec le premier prix du concours international de violon de Hanovre ou encore en 2005 avec les victoires de la musique classique. Le répertoire ira de Mozart jusqu'à Bach, Kreisler ou encore Sarasate. Vous pouvez réserver votre place sur le site d'Office du Tourisme pour moins de 22 €. Merci Hugo, à tout à l'heure pour notre point complet sur l'actualité proche de chez vous, à 12h10 sur la radio du bien-être. Florence arrive pour l'émission Le Bar de l'économie. Nous parlons bien sûr économie, start-up et de différentes informations autour des entreprises du Vanoise, mais pas que. Les détails dans un instant avec Florence Sueur et ses nombreux invités. Très bonne journée et à demain matin, 7h, 9h pour une nouvelle matinale. C'est parti. Pas de sac là, on va se prendre les pieds là-dedans. C'est ma spécialité. Non, mais c'est ma spécialité de tomber alors. Mais non, il n'est pas traumatisé. Je l'ai traumatisé. On sort. On va boire de la bière. Non, mais vous nous laissez une bouteille quand même. À côté, on va la boire à 10h. Vous allez la boire là maintenant? Bah oui. Non, mais mettez-la au frigo. Florence, on y va? On y va. Bonjour à tous et à toutes, ça y est, le beau temps est revenu, les sourires aussi. Merci de suivre le bar de l'économie en FM, par internet ou en vidéo live via notre page Facebook. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Frédéric Laget, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes membre de l'association d'Inactive et c'est vous qui allez animer le bar de l'économie aujourd'hui. Mais avant d'annoncer donc vos invités que je vais présenter tout de suite, j'ai quand même des infos importantes à vous faire part, notamment de la part des Américains, et puis une bonne nouvelle pour Paris et Berlin, et aussi comment on pourra faire son remboursement sur les abonnements Pass Navigo Imaginaire auprès de la SNCF. Alors tout de suite, on va accueillir vos invités, Jean-Frédéric. Il s'agit de François-Xavier Mondésir, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Elexir, un organisme d'inspection et de vérification en électricité. À vos côtés, Yacine Kalfi, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président d'Innov Prévention, organisme de formation en risque professionnel, et puis de plusieurs kits, dont un anti-feu et un autre de protection individuelle. Alors, avant de vous passer la parole à tous les trois, eh bien, les infos à retenir, comme je vous le disais, c'est Nikki Haley, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, qui a annoncé hier soir le départ des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qu'elle qualifie de, je cite, cloaque de partis pris politique. Voilà ce qu'elle dit. Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et se servant ses propres intérêts, qui a fait des droits de l'homme un sujet de moquerie. Aucun autre pays, poursuit-elle, n'avait eu le courage de soutenir les combats menés par les États-Unis pour réformer une institution qu'elle a qualifiée d'hypocrite et d'égoïste.
Ce faisant, dit-elle, je tiens à préciser très clairement que cette décision n'est pas un retrait de nos engagements pour les droits de l'homme. L'ONU se focalise de manière excessive et entretient une hostilité sans fin à l'égard d'Israël. C'est donc la preuve évidente que le Conseil est animé par des intentions politiques et non pas par les droits de l'homme. Depuis l'arrivée de Donald Trump début 2017 à la Maison-Blanche, les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO, de l'accord de Paris sur le climat, de l'accord nucléaire avec l'Iran et maintenant d'une partie de l'ONU. Ils ont aussi coupé plusieurs financements à d'autres organes de l'ONU. Seconde info du jour, c'est Paris et Berlin qui se sont mis d'accord sur le projet d'un budget commun pour la zone euro qui démarrerait en 2021. Ont annoncé hier la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. Ce budget servira à promouvoir la convergence des économies de la zone euro et l'investissement. Troisième info du jour, remboursement partiel des abonnements Pass Navigo et Imaginaire. Donc la SNCF et Île-de-France Mobilité ont acté le remboursement seulement pour l'Île-de-France à hauteur de 50% du Pass Navigo de la carte Imaginaire pour les mois d'avril et de mai pour tous les usagers impactés par la grève, évidemment. D'ailleurs, comme l'avait annoncé Marie-Christine Chiavecchi, présidente du conseil départemental du Val d'Oise, et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Alors comment ça marche ? Vous allez aller sur le site mondédommagement sans accent .transilien.com, je répète, mondédommagement avec 2m.transilien.com, lancé spécialement pour l'occasion, mais déjà saturé dès hier, le 19 juin. Donc attendez un petit peu car vous pourrez faire votre demande jusqu'au 22 juillet. Pour profiter de ce remboursement, il faut résilier ou travailler dans une zone commune hors de Paris, desservie par les lignes, je rappelle, L, J, N, U, C, D, R, E, P, T4, H et K, et aussi par une partie du RER A et une partie du RER B. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. Pour d'autres à suivre demain. En attendant, on part tout de suite sur notre pause musicale. On se balade dans le jazz aujourd'hui. Et je vous propose Harry Connick pour commencer. Alors maintenant, c'est vous qui prenez le relais. Il pose à chaque fois. Et moi, je vais boire un café. Florence, Il est là. Est-ce qu'on peut avoir la liste de la musique ? Ouais. S'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas mise en Il y en a plusieurs, il y a... La deuxième, ce sera Gilberto Gil. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est d'espagnol, je ne comprends rien au portugais. C'est du portugais, je sais pas. Oui, c'est très connu. Avec la bouteille, elle est partie avec la bouteille. Ah oui, il y avait sur la photo. Non. Comment ? On a préparé, moi je suis pareil, disais. Ben non plus, hein. Je suis pour parler. Non, ben, on n'est jamais aussi bon que dans l'improvisation, non ? C'est ce que disait l'autre. Ouais, voilà. Par contre, éventuellement, si vous voulez avoir un retour, vous pouvez mettre le casque. Alors, le casque, c'est surtout pour quand on a des appels téléphoniques. Ah, non, ça sert à Et si vous voulez vous entendre parler, c'est bien de mettre Je le vais casque. vous en vouloir ça 1h30. 2 minutes, on va C'est dire. un peu comme en studio quand on s'enregistre, on s'entend. Ouais. Je vous habitue. On peut mettre un peu plus fort la musique en studio, Julien, s'il vous plaît, parce que... Merci. C'est trop beau comme chanson, celle-là. Bon, alors je suis mal coiffée avec Christophe. C'est vrai, j'ai mis un produit, ça a aplati les cheveux. C'est des conneries de cette Mais taille. non, mais c'est vrai, vous aussi, vous avez plus de prise dans la barbe. C'est à rien. C'est pas grave, c'est pas énorme. 7,67 quoi. C'est qui m'a envoyé une photo. Mais non, J'ai reçu une photo alors que je suis en train de parler avec c'est le miracle de la radio. Pardon. Vous pouvez vous décaler un petit peu si vous êtes trop... Restez bien, parlez bien devant le micro. Ouais, parce que je suis un peu loin. Mettez-le bien à votre hauteur. Donc c'est vous qui reprenez en disant Il y en a qui parlent à sur côté. des rêves, c'était Harry Connick Jr. On y retourne. Vous venez d'entendre, il faut On y retourne. Harry. Si
Sur IDFM, vous venez d'entendre Harry Connick Jr. avec It Had to Be You. Alors Jean-Frédéric Laget, eh bien, c'est à vous. Merci Florence. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons accueillir, excusez-moi, ça démarre très bien. Nous accueillons donc deux jeunes entrepreneurs, Yacine Kalfi et François-Xavier Mondésir. Alors jeunes parce qu'effectivement ils ont 35 ans et ils sont également à la tête de jeunes entreprises, car Innov Prévention créée par Yacine Kalfi en 2013 et Elexir créé en 2014 par François-Xavier Mondésir. Alors ces deux entreprises ont un point commun, elles travaillent dans le cadre de la sécurité au travail. Alors, juste un petit chiffre pour asseoir un peu, je dirais, l'importance du sujet. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est sur 4 entreprises qui sont victimes d'un incendie, 3 ne reprennent jamais leur activité. Et la plupart de ces incendies ont des causes, bien entendu, énergétiques, donc on verra souvent, effectivement, liées à une installation électrique défaillante, mais également des causes humaines, de la négligence et l'incapacité de faire face à des débuts de feu. Donc ces deux sociétés œuvrent dans la sécurité au travail. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de démarrer donc par Yacine Kalfi, donc créateur de Innov Prévention. Donc Yacine, vous avez créé Innov Prévention donc en 2013. Oui, c'est exact. Oui. Ceci étant, auparavant, donc vous avez tout un parcours qui est très lié à la sécurité. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors tout simplement, comme vous l'avez si bien dit, j'ai créé la société Innov Prévention en 2013. Parallèlement à la création de la société, j'étais également sapeur-pompier professionnel. Donc j'ai eu un parcours de 18 ans au sein des pompiers du Val d'Oise. Et c'est justement grâce à ce parcours-là que j'ai pu observer et analyser qu'on n'était pas aussi bien protégé que ce qu'on pensait. On compte beaucoup sur les services de secours, ce qui est quand même, on va dire, assez normal dans un pays comme le nôtre d'avoir des services de secours qui sont assez compétents, assez réactifs et bien équipés. Mais quand on parle des services de secours, on se place dans la prévision. C'est-à-dire que l'incendie a eu lieu, on appelle les services de secours, ceux-ci arrivent et procèdent à l'extinction. Mais tout ce qui est, on va dire, en amont de cette extinction faite par les pompiers, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Alors, dans le code du travail, vous êtes protégé sur votre lieu de travail suite à un début d'incendie, même si, comme vous l'avez rappelé, 3 entreprises sur 4 ne se relèvent pas suite à un incendie, il y a quand même des mesures qui sont mises en place justement par le code du travail, sur la formation des collaborateurs à la lutte contre l'incendie. Nous avons également, comme l'activité de François-Xavier, des contrôles électriques sur des installations qui peuvent justement déclencher un incendie. Nous avons également tout ce qui va être normé au niveau des extincteurs, emplacement d'extincteurs dans les locaux, les ERP, les codes du travail, les IGH. Mais tout ça, on va dire, c'est de la prévention au cas où, au travail. Très bien. Et ce qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui va être lié aussi à la partie domicile. La loi Morand-Gemello de 2010 nous impose un détecteur de fumée. Donc je vais passer du coq à l'âne, hein. Là on parle on parle du milieu professionnel et moi je vous parle du domestique, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Le code du travail vous protège sur votre lieu de travail, hein. Vous avez de la détection incendie, vous avez François-Xavier qui va intervenir pour le contrôle électrique, obligatoire tous les ans. C'est exact. Par contre à la maison, vous avez, lorsque vous achetez un bien, vous allez avoir un contrôle d'électricité ou un contrôle d'amiante, mais à l'issue, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que vous changez vous-même vos prises électriques, vous-même vous raccordez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez chez vous, dans le sens où vous n'avez pas l'obligation d'être contrôlé. La détection incendie, suite à la loi, comme vous le disiez, Morand-Gemello de 2010, vous impose minimum un détecteur de fumée. Aujourd'hui, on se rend compte, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, il y a 65% de la population française qui est mal ou pas du tout équipée en détecteur de fumée, alors que la loi l'impose. La question est, pour le nombre des Français qui sont équipés, lorsqu'il y a une détection incendie qui va arriver, 70% des incendies domestiques sont la nuit. Voilà, c'est la nuit quand vous dormez, c'est là que les feux se déclenchent. Et on en connaît les origines? Alors justement, les origines, ce qui est assez, ça va faire le lien avec François-Xavier, 3 sur 4 sont liés justement à un déclenchement de défaut électrique. Défaut électrique. Un chargeur qui va être défaillant, une prise surchargée, ça va déclencher l'incendie. Vous avez la chance d'avoir une détection incendie, vous allez être réveillé. Okay, donc là, la seule solution qui vous reste aujourd'hui en France, c'est la fuite. Vous allez prévenir les pompiers, ceux-ci vont arriver, vont procéder à l'extinction. Vous allez sauver les personnes qui sont autour de vous. Mais là où on a voulu aller plus loin dans la prévention, c'est-à-dire on a voulu également s'intéresser au milieu domestique. Le milieu du code du travail, vous formez 30% de la masse salariale française sur la lutte contre l'incendie sur son lieu de travail, mais arrivé chez elle, 100% de la masse salariale, entre guillemets, donc le reste des Français, n'est pas protégé à la maison. Donc nous, on est parti sur la création de kits
ou ça vous permet également de devenir acteur d'un début d'incendie. Oui, donc finalement, dans votre principe et dans votre société, donc vous avez effectivement deux types de clientèle, les professionnels, où vous nous expliquez que grosso modo aujourd'hui c'est relativement normé, il y a des règles, il y a des, même si elles ne sont pas nécessairement efficaces dans tous les cas de figure, et vos interventions visent à les rendre plus efficaces. Il y a également l'autre volet, donc le volet du particulier, où là manifestement, en dehors effectivement de cette nécessité, et encore qui n'est pas nécessairement, enfin qui est dite obligatoire, mais qui ne donne pas lieu à sanction si elle n'est pas appliquée, c'est uniquement donc la détection de fumée. Et ce que vous nous dites finalement, c'est que lorsqu'il y a un début d'incendie, je pars et j'appelle les pompiers. Exactement. Donc déjà, bien sûr, il faut être équipé d'un détecteur de fumée, ça on ne répétera jamais assez, mais le détecteur de fumée est vraiment là pour sauver les gens. Voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment un outil de sauvetage. Hein. Sauver les vies humaines. Sauver les vies humaines. La croyance populaire veut que s'il y a un déclenchement d'incendie à son domicile, on va se réveiller en pleine nuit, on va réussir à sortir. C'est faux. C'est dans les films peut-être hollywoodiens, mais dans la vraie vie, vous êtes intoxiqué par le monoxyde de carbone, hein, qui est un gaz inodore, incolore et insipide, et vous continuez à dormir. Voilà, vous êtes intoxiqué, et puis vous ne vous réveillez pas, et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Il y a plus d'une centaine de décès par an en France suite à un incendie domestique, et on compte quand même 10 000 victimes. Donc 10 000 victimes, hein, ça va être de la brûlure, intoxication, ça fait quand même 10 000 victimes dans un pays comme le nôtre, et toujours 10 000 victimes malgré la loi qui oblige à avoir un détecteur de fumée à la maison. Donc, excusez-moi, on connaît à peu près le taux d'équipement justement de ces détecteurs de fumée. Actuellement, si vous voulez, les foyers français qui sont bien équipés, parce que bon, bien sûr, être équipé, ça ne veut pas dire être bien équipé. On va dire bien équipé, il y a à peu près 35% des foyers français qui sont bien équipés. D'accord, donc 1 sur 3. 1 sur 3, voilà. 1 sur 3, donc ça fait 2 sur 3 qui sont potentiellement des potentielles victimes d'incendie. Il y a 263 000 feux par an en France, domestiques. 263 000. Le chiffre est énorme. Ouais. Donc, première nécessité, effectivement, avoir ces détecteurs. Deuxième nécessité, c'est être capable d'intervenir sur le début d'incendie. Exactement, sauf qu'en France, aujourd'hui, vous n'avez pas de moyens de pouvoir intervenir. Vous prenez un panel de 10 personnes, vous leur dites, il y a une détection cette nuit chez vous, vous êtes réveillés, qu'est-ce que vous faites? La seule solution qui est à leur portée, c'est la fuite. Donc, bien sûr, la sauvegarde des personnes, c'est quand même la priorité. Et dans un second volet, on s'est dit pourquoi pas essayer de devenir également acteur. Au travail, on vous apprend à devenir acteur, à maîtriser un début d'incendie, donc un incendie naissant. Vous avez à peu près 2 minutes entre le déclenchement de l'incendie et la maîtrise du feu. Un feu, grossièrement, si vous me laissez faire la comparaison, c'est comme un bébé. Au début, c'est tout petit, et puis ça va manger, ça va grossir, et puis après, ça va grandir, quoi. Donc, le feu, c'est pareil. Le feu va commencer tout doucement. Il va commencer à monter en puissance en consommant les matières combustibles qui est autour de lui. La détection d'incendie sera faite dès les premières fumées. Et là, le temps que le feu commence à grossir, vous avez un laps de temps, donc entre 1 et 2 minutes, pour pouvoir maîtriser ce feu-là. C'est 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. Après, au-delà, on va dire qu'il ne vous restera que la fuite comme seule solution, et la détection d'incendie aura fonctionné, aura fait son boulot. Nous, on a créé un kit de protection pour les particuliers, où on retrouve un détecteur de fumée, parce que déjà la loi vous dit 1, pourquoi pas en avoir un par pièce, donc on n'est pas dans la surconsommation de détection. Juste sur le détecteur de fumée, il y a des endroits précis où on doit les installer, où on les met finalement, parce qu'un par pièce, je pense que c'est un peu ambitieux, mais le minimum. Alors, le minimum, je vous dirais que le minimum c'est déjà un dans chaque pièce à sommeil, parce que la nuit quand vous dormez, vous avez bien sûr peut-être un chargeur qui est en train de charger, une tablette, un ordinateur, vous avez des prises, et comme on l'a dit avant, 3 incendies sur 4 sont déclenchés suite à un défaut électrique. N'en mettez pas dans la cuisine, ça ne vous servira à rien, parce que dès que vous allez commencer à faire de la nourriture, il va sonner. Le comportement qui va être, on va dire, de coutume, ça va être au bout d'un moment, on va dire, je le retire, voilà, comme ça arrive souvent. Dans les couloirs vont servir de conduit, comme dans une cheminée, donc la fumée va s'engouffrer à l'intérieur et la détection sera efficace. Si vous habitez dans un logement à 2 niveaux, il faut en mettre un par niveau, déjà, le minimum, ça serait ça. Après, le message que je vais passer, c'est avoir 3 à 4 détecteurs selon la configuration de votre habitat, c'est pas de la surconsommation. Ouais. C'est vraiment pour votre sécurité. C'est vraiment pour vous. C'est comme un outil qui est là pour sauver les gens. À l'origine, c'est comme ça. Il est là pour sauver les gens. Et on rappelle le coût moyen d'un détecteur. Alors, le coût moyen d'un détecteur, maintenant, vous avez tous les prix, hein, mais je conseillerais un prix quelque chose de sérieux.
quelque chose de sérieux entre 15 et 20 euros. 15 et 20 euros. Ça sert à rien de mettre un peu plus, D'accord. voilà, plus cher, ça sert à rien. Et puis en dessous, ça commence quand même à devenir. S'il y a une mauvaise détection, généralement les gens vont débrancher, ils vont le poser, ouais, je m'en occupe plus tard, et pendant tout le laps de temps qu'ils s'en occupent plus tard, toutes les nuits qui vont passer derrière, ils ne seront pas protégés. Okay. Donc on va dire qu'avec pour une configuration moyenne, avec 60-80 euros, je m'équipe et je mets ma famille à l'abri. Je mets la famille à l'abri pendant des années. Parce qu'un détecteur de fumée, c'est pas un yaourt, il ne se périme pas au bout d'un mois, donc vous pouvez le conserver dans le temps. Et avoir un moyen d'extinction aussi, ça peut être un. Voilà, donc maintenant, deuxième point, donc effectivement, je vais essayer de maîtriser le début d'incendie. Oui. Donc là, vous avez eu l'idée effectivement de créer un kit. Donc à destination des particuliers. Donc Exactement. Ce kit, alors, il comporte, donc on l'a dit effectivement, un détecteur, mais également. Alors, il comporte également une couverture anti-feu, donc qui est en fibre de verre, qui vous permet tout simplement d'étouffer un feu, tout simplement, un feu naissant, qui fait 1,20 m sur 1,20 m, donc il est quand même assez large pour aller sur le plus de surface possible, un canapé, une machine à laver, parce que ça part également. Une friteuse. Une friteuse, tout simplement, une friteuse, effectivement. Après, c'est vrai qu'on essaie d'être le plus en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de plus en plus de friteuses qui sont électriques, donc avec qui sont des plus à sécurités, 20 000, oui. voilà. On a également un aérosol à fonction extinctrice. Alors ça, c'est un appareil qui est quand même assez génial, qui demande aucun entretien, qui est manipulable à partir de 8 ans, on va dire, et ça contient de l'eau avec un additif mousse. En fin de compte, si vous voulez, c'est comme si vous preniez un extincteur 6 litres que vous avez dans les bureaux, dans les centres commerciaux, qui est compressé dans un volume de 750 grammes, donc avec 600 ml d'eau, 150 ml de produits additifs, et vous avez 30 secondes d'autonomie pour éteindre toute classe de feu, parce que c'est un produit moussant. Oui, c'est ça, donc ça s'adresse à toute classe de feu. À toute classe de feu, voilà. Vous rappelez pour les non-initiés les différentes classes de feu? Alors pour les non-initiés, vous avez la classe A, vous allez trouver à domicile, donc ça va être les solides, tout ce qui va former des braises, le bois, le papier, le carton. Ouais. Ensuite, vous avez la classe B, ça va être tout ce qui est liquide et solide liquéfiable. Donc ça va être la plus grosse partie que vous avez à domicile, c'est le plastique, tout simplement. On l'emporte, on en a tout autour de nous. Donc ça, c'est la classe B. La classe C, ça va être les gaz, donc butane, propane, méthane, tout ce qui va être gaz. La classe D, ça va être les feux de métaux. Voilà, tout ce qui va être feu de métaux. Mais après, à domicile, les feux de métaux, ça va être peut-être un peu plus rare quand même. C'est quand même un peu plus rare, on va dire. Ouais. Vous ne trouverez peut-être pas trop de feux de métaux chez vous. Après, vous avez la classe F. La classe F qui est en lien avec un auxiliaire de cuisson, donc tout ce qui va être les graisses de cuisson. Et justement, cet aérosol-là va pouvoir éteindre toutes les classes que je viens de vous citer. Et surtout, c'est sans entretien. Il y a une date de péremption dessus. Voilà, oui, donc 3 ans. 3 ans. Donc vous êtes protégé pendant 3 ans. Pendant 3 ans. La couverture, vous pouvez la garder éternam. Et le détecteur, il est également garanti. Nos détecteurs, parce qu'on a fait des détecteurs à notre marque, sont garantis 5 ans. Ok. Donc un kit qui comporte donc un détecteur, une couverture anti-feu, donc on va dire un mini extincteur, on peut le qualifier de. Ouais, c'est plutôt un aérosol à fonction extinctrice. On n'a pas le droit d'appeler extincteur vu qu'il est pas dans rouge. Voilà. Tout ça remis dans une sacoche avec une poignée de transport, des scratchs. Vous pouvez mettre ça un peu partout chez vous, dans la cuisine, ou vous voulez le mettre dans votre chambre, un lieu accessible, on va dire. Alors, combien ça coûte? Alors ça coûte 27,50 € hors taxe. 27 € hors taxe. Voilà. Donc TTC, on est autour de 33 €. L'objectif pour nous, c'est que ce soit accessible à tous les ménages français. Voilà, on est un extincteur. Si vous achetez un extincteur, parce que vous avez la possibilité en tant que particulier d'acheter un extincteur, ça va vous coûter plus aux alentours des 80-100 € avec un entretien annuel. Donc pour les ménages français, ça risque d'être un surcoût. Aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre pour tout le monde, c'est quand même d'essayer de faire des économies. Et donc on a voulu vraiment créer un kit qui soit accessible à tous et qu'on puisse équiper un maximum de ménages français pour réduire ce nombre de décès, pour réduire ce nombre de victimes, tout simplement. Et pour réduire également les dommages. Et réduire les dommages. Parce que, encore une fois, et je pense que vous allez très bien me répondre là-dessus, mais l'assureur va vous rembourser, mais il ne vous remboursera jamais les souvenirs, il ne vous remboursera jamais les affaires des enfants, les doudous, etc. Et tout la valeur sentimentale est difficilement évaluable. Elle sera perdue. Et si je peux juste ajouter une petite chose, beaucoup de personnes sont prêtes à mettre des sommes astronomiques dans la protection de leur domicile contre les dangers qui viendraient de l'extérieur. Et donc on a voulu vraiment être dans une partie pas chère pour les dangers qui sont déjà présents à l'intérieur. Alors, je crois que ce kit a une particularité, il est fabriqué en France pour partie? Oui, il est fabriqué en France, donc Made in France, il est fabriqué à Écouen, au siège social, dans l'entrepôt d'Écouen.
Et ça, c'est le premier kit. On a également développé un kit pour les flottes automobiles. Donc on équipe essentiellement les collectivités territoriales. La mairie d'Écouen était la première commune de France à équiper entièrement son parc de véhicules. On équipe également plusieurs polices municipales en France. Parce que dans le deuxième kit véhicule, vous n'avez pas de détecteur de fumée, bien entendu. Nécessairement. Par contre, nous avons mis un petit kit de premier secours avec des gants, une couverture de survie, un garrot. Le garrot qui est quand même assez important en cas d'hémorragie, de la chlorhexidine, des compresses. Et on retrouve donc la couverture anti-feu. Et la couverture anti-feu toujours et l'aérosol. Et l'aérosol. Okay. Alors, si je suis intéressé. Alors, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un petit message via notre site web. Alors, le site web, c'est www.innovprevention.com. Donc, Innov Prévention, I2NOV. I-N-O-V. Pardon. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah, j'ai une chance sur deux, donc un seul N. C'est un anagramme, c'est ça. Innovprevention.com. Voilà, prévention bien. santé. Ok, merci Yacine. Je vous propose une pause musicale avec Gilberto Gil. Donc, vous n'avez pas pris de réseau de distribution? Si. Par contre, le B2C, on fait beaucoup de B2B. On peut l'acheter directement sur votre site internet? Ouais, on peut l'acheter directement sur le Et site. sur Amazon, non? Vous n'êtes pas fait référencer? Non, parce que vous savez le problème, c'est qu'ils vont vouloir augmenter le prix et nous, on veut limiter les intermédiaires. Si. Tous les réseaux de distribution veulent prendre leur marge et on a vraiment fait en sorte que le prix soit vraiment pas cher. Vous auriez intérêt à tranquille d'être plus cher. Non, mais ça fonctionne bien. On équipe beaucoup de CE et pour ce kit-là, c'est beaucoup de communes, des polices municipales également, des grands groupes qui ont acheté ça pour offrir à leurs collaborateurs. Non, mais moi je vais vous en acheter dommage que vous n'en ayez pas amené, moi je vais vous en acheter. Je reviendrai. Parce que moi mes bonbonnes rouges elles seront vieilles, elles ont 10 ans. Ah ouais, bah, Tu veux qu'on revienne 30 secondes sur l'offre? C'est un extracteur à fleur, de ce que je suis en train de dire. tout votre intérieur. C'est les vieux trucs. Après, il y a le site web. Je Je vous ai parlé de François de l'eau. Des fois, c'est de la poudre extractrice. Et donc, quand on s'en sert, ça en met partout. Ouais, pour nettoyer. Ça, je l'ai pas dit, mais. Non, parce que j'ai déjà vu le résultat. Ça, je l'ai pas dit, mais il ne faut pas utiliser de poudre à l'intérieur du domicile. Jamais. Il ne faut pas utiliser, c'est vachement corrosif pour tout ce qui est tissu électrique, électronique. D'ailleurs. Ah bah il faut le dire, on va le dire ça. Et ça, vous savez, il y a le maire d'une commune dans 77 qui nous en a pris pour offrir un pour Noël prochain à chaque habitant. Si, bien C'est sûr. pas mal. La maire qui nous a commandé pour offrir à tout le monde. Après, il y a des grands groupes qui vont s'en servir. Prochainement, vous allez entendre parler parce qu'ils vont les offrir également à des clients. Après, si on passe par des réseaux, ça va être, ils vont les vendre très cher et c'est pas le but. Quoi. Le but, c'est vraiment tout le monde puisse en acheter un et se protéger. Quoi. Bah, vous pourrez le dire, hein, qu'on peut même en faire des cadeaux parce que Franchement, j'y pense sincèrement parce que là, je suis déjà en train de penser à notre cadeau de fin d'année. Et je voudrais trouver un cadeau qui est en lien avec la sécurité, la sécurité. On peut offrir la sécurité. On peut offrir la sécurité. On n'est pas obligé d'offrir que des bouteilles de champagne. On peut offrir la sécurité. Non, moi qui n'ai aucune idée pour la fête des mères, ça va lui faire hyper plaisir. Et les garrots, le fait qu'un garrot dedans, ça appuie aussi. Là, actuellement, il est au ministère de l'Intérieur, le kit, pour l'équipement des forces de l'ordre, police nationale et gendarmerie. On y retourne. Alors, vous dites qu'on est bien sur IDFM, pour vous rappeler le titre, l'artiste, je veux dire, et puis que vous êtes en campagne. Bien, nous sommes donc sur IDFM, donc avec l'association Dignactive, et nous étions donc dans cette première partie d'émission avec Yacine Kalfi, donc créateur de la société Innov Prévention, alors Innov avec un seul N, Innov Prévention, qui nous a parlé donc de son kit de lutte anti-feu, donc à destination des particuliers. Donc un kit que vous pouvez vous procurer sur le site donc Innov Prévention au prix de 33 € TTC, et donc un kit qui va vous permettre de maîtriser un début d'incendie chez vous dans les premières minutes, et donc sauver des vies bien entendu, et également limiter les dommages. On est donc sur une thématique aujourd'hui de la sécurité au travail. Notre deuxième invité, donc François-Xavier Mondésir, donc créateur de la société Elexir, donc société créée en 2014. C'est cela. Donc là, vous intervenez plutôt sur la partie réglementation sécurité électrique dans les entreprises, plus particulièrement. Exact. Ok. Alors avant de créer cette entreprise en 2014, sachant que vous avez 35 ans, vous avez eu un petit parcours professionnel.
quelques mots, parce qu'a priori, donc, il était quand même déjà très typé sur tout ce qui était électricité et prévention. J'ai fait un CAP, BEP, Bac Pro, BTS électrotech. Après, j'étais dans j'ai découvert en fait le domaine du contrôle lors de mon apprentissage. J'ai fait un BTS électrotechnique en apprentissage dans un grand organisme et j'ai appris le métier, j'ai découvert et en fait, maintenant je suis dedans, quoi, le travail en lui-même, la prévention, la sécurité, la relation humaine qu'on a dans le milieu professionnel et surtout d'accompagner les responsables, les chefs d'entreprise à maintenir leurs installations électriques. Très bien. Alors, dans votre intervention, parce que je suppose qu'il y a toute une réglementation derrière les installations électriques. Donc, alors, déjà, en tant que chef d'entreprise, je suppose, alors, ça doit peut-être dépendre de la taille d'entreprise, ça dépend un peu de mon secteur d'activité, mais quelles sont mes obligations finalement sur le respect de la conformité électrique? Concrètement, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes des salariés, vous devez faire contrôler vos installations électriques chaque année. Chaque année? Chaque année, c'est le Code du travail qui l'impose. Et si en plus vous êtes un établissement recevant du public, vous avez encore le ministère de l'Intérieur qui vous impose de faire vérifier périodiquement, donc, tous les ans, les installations électriques selon les catégories et les catégories d'établissements recevant du public. Hein. Je suppose qu'il y a des. Voilà, en plus du risque de contact, du risque électrique d'électrisation et en plus d'incendie, il y a aussi la notion d'éviter la panique dans les ERP. Oui, donc de faciliter l'évacuation et autres. Alors, imaginons, je sais pas, je suis dans une activité tertiaire, j'ai 200 mètres carrés de bureau, donc je suis censé effectivement vous faire passer une fois par an. Le contrôle, il consiste finalement en quoi? Vous faites des tests, vous vérifiez la conformité des matériels, savoir s'ils sont toujours, s'ils ne sont pas obsolètes. Alors, ça consiste. Alors, comment ça se passe? C'est dans la première année d'exploitation de l'installation électrique, il faut réaliser une vérification initiale. Donc on relève l'ensemble de l'installation électrique, on fait tous les tests, on étudie les schémas, les notes de calcul, toute la conception de l'installation électrique, parce que ça ne se fait pas à la légère, hein, c'est pas l'artisan qui a l'habitude de réaliser des installations domestiques qui vient réaliser les installations électriques dans une entreprise. Vous avez une réglementation particulière. Et ensuite, chaque année, on vient périodiquement vérifier le maintien en l'état de la conformité et s'il y a des ajouts, s'ils ont été réalisés conformément aux normes et à la réglementation en vigueur. D'accord. Et je suppose également que le matériel a une forme d'obsolescence par rapport à la réglementation ou pas? Alors, en fait, la réglementation, elle n'est pas rétroactive. Mais il y a toujours une notion de si ça améliore la sécurité, en tant que sachant, on se doit d'en informer l'utilisateur. D'accord. Donc, au premier passage, vous faites finalement un peu un schéma de l'installation totale, et après, c'est plus l'idée de suivre son évolution dans le temps. Exact. En fait, on accompagne l'entreprise à maintenir son installation électrique en état de fonctionnement et de pas fonctionnement, c'est plutôt en sécurité. En sécurité. Sécurité vis-à-vis de ses clients, sécurité vis-à-vis de ses salariés. Tout à fait. Donc pour cela, on réalise donc des tests, on fait des mesures de continuité, on vérifie si toutes les masses métalliques sont reliées à la terre, les prises de courant, les éclairages s'ils le doivent. On réalise également des tests sur les dispositifs de protection, de coupure en cas de défaut, de risque qui apparaît. On va dire en d'autres termes, ce sont un peu les freins d'une voiture. Hein. Là, on va tester des dispositifs différentiels. De sécurité, finalement. Voilà, c'est la sécurité. On mesure également la terre. Hein. Régulièrement, chaque année, on mesure la terre. On voit si c'est la chose la plus importante. Et voilà. Alors, je reviens. Donc, chaque chef d'entreprise a cette obligation de faire contrôler une fois par an. Donc, ça, c'est le droit du travail. Hein, c'est ça, c'est le code du travail. Ils sont combien à le faire? Alors, je suis toujours étonné lorsque un prospect nous contacte et me dit « j'étais pas au courant, ça fait 15 ans que j'ai mon installation, que j'ai mon entreprise et je n'étais pas au courant, c'est nouveau ». Non, c'est pas nouveau. Qui est censé faire appliquer cette loi? Alors, vous avez l'inspection du travail
parfois fait des contrôles inopinés. Donc, ça commence souvent par un contrôle documentaire. Hein. Ils se déplacent dans l'entreprise, ils demandent des documents uniques, registre du personnel et le contrôle électrique. Et si on ne leur présente pas, ils demandent de le faire. C'est ça, donc il n'y a pas de pénalité, mais ils demandent de le faire rapidement. De le faire rapidement. Ouais, une mise en conformité. C'est pas une mise en conformité, parce qu'en fait, ce qui est obligatoire, c'est de faire la vérification électrique. Donc l'employeur, qui lui n'est pas électricien, il ne puisse pas dire « je n'étais pas au courant, je ne savais pas ce qui se passait chez moi ». Mais à contrario, si vous détectez des anomalies, il est bien dans l'obligation de d'y remédier. Bah oui, parce qu'il ne pourra pas dire en cas de problème qu'il n'était pas au courant. Ok. Alors, grosso modo, si je suis chef d'entreprise, que mon installation électrique n'est pas conforme, donc en dehors effectivement de ce qu'on a vu là, par l'inspection du travail qui va demander cette mise en conformité, enfin tout du moins donc ce suivi, quels sont mes risques? Alors, il y a un risque, je suppose, ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire d'incendie, mais au-delà de ça, s'il y a un accident du travail qui est lié effectivement à un défaut électrique, ça devient compliqué parce qu'il va y avoir une chaîne de responsabilité. Hein. Donc, le premier qui prend, c'est le chef d'entreprise. Puis après, les responsables. Quand il y a enquête, il y a une vérification à la demande de l'inspection du travail pour savoir d'où venait exactement le problème. Et il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une électrocution, juste une électrisation suffit. La différence, c'est qu'il y en a qui ont décès. D'accord, oui, c'est une différence qui n'est pas mineure. Voilà. Donc, ce que je vous propose, avant de continuer avec François-Xavier, c'est une petite pause musicale et on va écouter Lisa Hurt, La Voix du Bonheur. Alors, par contre, il faudra redire à quel type d'entreprise vous adressez. Parce que, est-ce qu'il y a aussi... J'y ai pensé en plus et j'ai complètement pas du coq à l'âne. J'ai l'impression que je serais pas à côté. Non, pas du tout. Par contre, on va parler du coût. Oui, voilà. Ça c'est important. Et puis après, ce qu'il faudrait, c'est que tu nous donnes quelques détails croustillants sur... Je voulais ramener un disjoncteur cramé. Non, mais c'est ce que tu peux voir comme... Ce que tu peux voir comme principaux défauts et, dans tes visites, quoi. Des exemples de visites où tu as constaté. Alors, est-ce que vous faites les magasins voilà. Quand vous dites je ne fais pas le particulier, qui donc peut faire appel à vous? Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas tester un réseau de particuliers? Ça ne m'intéresse pas, c'est difficile les particuliers. Hein. Déjà, il y a la TVA, donc on se prend 20%. C'est psychologique. Bah oui. Et puis c'est compliqué parce que c'est l'installation électrique, c'est déplorable. Oui, il y en a partout, quoi, c'est ça. Mais non, c'est pas chacun bidouille, fait intervenir n'importe qui. Donc quand j'interviens pour les particuliers, en règle générale, je dépanne, c'est lorsqu'il y a eu des travaux, qu'un électricien a fait des travaux et que le client n'est pas d'accord avec ce qui est réalisé, ce qui est en train de se faire. Donc là, je vais faire un diagnostic et là, on se met d'accord parce que la norme est très compliquée pour les particuliers. Donc je demande le devis. Qu'est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez demandé une remise aux normes, c'est-à-dire les dernières normes, ou est-ce que c'est juste une mise en sécurité? Donc on liste quelques points, juste mettre un différentiel, mettre à la terre, remplacer les prises de courant bipolaires par des tripolaires. Voilà, c'est ça. Et après, je fais un diagnostic, je prends des photos, est-ce qu'il a respecté le contrat ou pas, est-ce que j'ai confiance dans la réalisation des travaux ou pas. Voilà, et après, c'est juste, ils peuvent s'en servir pour leur avocat, leur huissier, ce qu'ils veulent, je fais juste un diagnostic. Et ça, c'est vraiment, je rends service parce que ça me prend beaucoup de temps, c'est parce que rentable, on est une entreprise, on cherche Oui, ça va plus vite qu'une entreprise, c'est plus simple. Donc, voilà, tout le process est fait en fait pour les voilà, faudra préciser quel type d'entreprise. C'est pas je veux mal. dire, toutes les entreprises. De plus de... Non, mais les commerçants, Les commerçants, les restaurateurs. ne sont pas assimilés à une entreprise. Un commerçant, c'est un. Pour lui, les commerçants. Ouais, je sais. Tout établissement, et aussi bien les commerçants, les hôtels. Il y a une activité, tout établissement où il y a une activité salariale. Professionnelle. Où on reçoit du public, on est obligé de faire des contrôles. Moi, j'aurais une info à donner sur le côté maison. Sur 27 millions de logements existants, il y en a. Ah oui, il faut y aller là.
Bien, donc nous reprenons le cours de notre émission, donc le bar de l'économie avec l'association d'Ignactive et plus particulièrement François-Xavier Mondésir, créateur de la société Elexir, société créée en 2014, qui a pour principal objectif de vérifier la conformité des installations électriques dans les entreprises. Donc ce que nous évoquions, François-Xavier, c'est donc chaque entrepreneur a une obligation légale, c'est de faire vérifier son installation électrique une fois par an. Donc, dans le cadre de votre activité, vous vous adressez plus particulièrement à quelle typologie d'entreprise? Alors, toutes les entreprises, aussi bien du commerce, le restaurateur, l'hôtelier, que l'usine, les plateaux de bureau, toutes les entreprises sont soumises au code du travail. Avec cette obligation. Donc, je suppose que lorsque vous faites des vérifications, de temps en temps, vous tombez sur des situations, on va dire, un peu bizarres. Surprenante. Voire surprenante. Vous avez quelques exemples à nous donner? J'en ai plusieurs. Plusieurs. Alors, deux. Allez, les plus récents. La semaine dernière, dans un restaurant, dans la salle, une applique métallique. Je fais une mesure de continuité, ça passe pas. Mon appareil se met en voltmètre et il détecte 230 volts. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, là, vous étiez sur une applique qui était chargée avec du 230. Voilà, et elle était accessible à tout le monde. Alors, bizarrement, rien ne s'était passé. Donc, j'ai mis tout de suite, j'ai fait constater au responsable. On a mis hors tension le circuit d'éclairage des appliques. Et il me dit, je comprends pas, ça s'est jamais passé. Mais je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez déjà eu des coupures intempestives? Coupé. Il me dit oui de temps en temps. Je fais c'est peut-être ça, c'est peut-être les dispositifs de protection qui font leur job et qui évitent effectivement vous avez un de vos clients qui touche, ça saute. Mais le jour où il y a défaillance, c'est votre client qui va faire le fusil. Et là, vous êtes mal. Bon, après c'est pour la sécurité de tous, parce que moi franchement, j'aimerais pas aller dans un endroit où mes enfants sont pas en sécurité. On nous met à disposition des choses et voilà, c'est aussi bien sûr comme ça. Autre exemple? Ça c'est très régulier, on va dire. J'ouvre une armoire électrique, j'ai un échauffement, voilà, un défaut de serrage, avec des petites traces de brûlure. Donc là, déjà le matériel, faut remplacer. C'était cette semaine dans un garage. Voilà. Donc défaut de serrage, défaut de maintenance. Alors là, c'était le départ de l'incendie, mais ça évite que ça reparte, parce qu'un défaut de serrage, ça peut rester pendant des années. Ou ça peut partir très rapidement. Ouais, très rapidement, d'une heure à l'autre, ça peut changer. Il suffit juste d'avoir bougé un petit peu le fil et ça peut bouger. D'ailleurs, je le vois parce qu'on est spécialiste aussi en thermographie infrarouge, justement pour déceler en avance en fait les incendies d'origine électrique. Ah oui, alors je crois que la thermographie, c'est un contrôle un peu particulier qui s'applique à certaines activités. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que parfois je peux aller réaliser des contrôles de thermographie infrarouge dans des bureaux, c'est-à-dire là où il y a des données informatiques, un peu sensibles, on veut éviter les coupures. Ça peut être aussi dans les data centers, mais aussi les hôtels. Je réalise aussi, bien sûr, pour éviter les risques d'incendie, parce que ça serait dommage de réveiller tout le monde pour un défaut de serrage. Si vous avez l'alarme incendie qui part, voilà, ça fait... Voilà. Donc le principe de la thermographie, c'est d'essayer de détecter dans le circuit électrique les zones de surchauffe finalement. C'est ça. En fait, on est équipé d'une caméra infrarouge et qui nous permet de déceler à distance et sans coupure. Justement, il faut que l'installation électrique soit en charge les échauffements anormaux. Parce qu'une installation électrique qui chauffe, c'est normal. Mais lorsque ça chauffe anormalement, là, ça devient inquiétant. Donc, par expérience, en comparant avec des matériels similaires, on arrive à dire voilà, là, il faudrait faire une maintenance, il ne faudrait pas en faire. Alors, donc, tout type de société, ce qu'on sait effectivement, c'est que les dysfonctionnements électriques sont à l'origine de la plupart des incendies. Donc, nécessité effectivement de faire contrôler son installation électrique. Tout cela a un coût. Alors, une fourchette de prix, sur un contrôle entre guillemets un peu basique, celui que vous évoquiez à faire tous les ans. Ça dépend en fait de la surface de la société, de son activité. Voilà. En règle générale. Allez, j'ai 100 mètres carrés de bureau, quelque chose de simple. C'est autour de 300 € hors taxe. Autour de 300 € hors taxe. Voilà. Okay. Et avec ça, vous avez le déplacement, le rapport, les essais, les tests.
On teste également les éclairages de sécurité, on n'en a pas parlé, hein, parce qu'il faut pouvoir évacuer en toute sécurité si vous avez une coupure de courant. Très bien, donc merci François-Xavier. Donc c'est la société. Alors si on veut entrer en contact avec vous, donc c'est la société Elexir, E-L-E-C-S-I-R. Là c'est bon, j'ai pas fait de faute. Non. Vous avez un site? Oui. Qui est elexir. Voilà, .fr. Ok. Merci François-Xavier. Je vous propose une pause musicale et on va écouter Fred Blondin. Ça, je vais faire un lien avec toi. Tu as vu cette phrase-là? Alors après, c'est les infos de Jérôme. Oui. Et après, on vous passe la parole. Ouais, j'en ai pour. Ce qui serait bien, vous, ça serait bien, mais vous, ça serait bien de rappeler les règles, comment dire, les prémices d'un défaut d'installation électrique. Donc, vous avez dit tout à l'heure que des coupures intempestives, rappelez, dans le mot de conclusion, rappelez quelques règles qui peuvent, qui peuvent permettre d'avoir une petite intuition qu'il y a un problème. En fait, on ne peut pas le savoir. Il faut avoir des appareils spécifiques et il faut démonter le. À ce moment-là, dites ça, dites que c'est très difficile de savoir, mais. Ça rappelle un bureau de contrôle indépendant. Voilà, bon, par contre, si on a des coupures intempestives, souvent c'est utile, ça vous le dit. Avec ça, pour Se dire, en fait, Rappelez le c'est une disposition de protection pour leur job. Rappelez le Il y en a combien? Hein? Je pense qu'on a le temps. Non, mais il faut. Je vais Non, mais je vais te prendre. Non, mais je veux dire, oui. Pas de problème. Pour les voitures et pour la maison. Les voitures, ils fonctionnent très bien avec les collectivités, avec les mairies par exemple. C'est lourd, ce truc-là. Ouais, c'est lourd. À tout point de vue. J'étais accro. Ah, j'ai pas pu. J'ai essayé de m'y mettre à ça. Ah, moi j'ai arrêté de fumer comme ça. Je suis resté artisanal. Comme ça, j'évite le risque d'incendie autour de moi avec les choses. Donc, combien de temps pour la conclusion? Vous voulez quoi? 2 minutes? Moi j'en ai pour 1 minute. 1 minute chacun? Après on pourra. Je passe un petit message Je sais pas, j'improvise. Bah, les règles, c'est vrai qu'on on va parle dire pas beaucoup. de contrôler électrique. Il reste 10 minutes. Là, il nous reste 10 minutes, donc on a largement le temps. Et Hein. on remercie mon producteur. Sinon, c'est pas musique. Mes parents. Mes parents, ma mère. J'ai un dossier qui s'appelle Musique Jazz Juin, Musique Juin Jazz. Et on va piocher là-dedans, puis c'est tout. Hein. Non, je sais pas, après les amis, on avait fait 9h50. Oui, ça en est là. Oui, ça va. Il y a toujours. Pour une fois, vous avez du temps. Ouais. C'est un truc que j'ai appelé toujours si marrant. C'est vous qui annoncez Jérôme? Bah, écoutez, ouais. Et elle parle de quoi, Jérôme? Non, la folie de Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, ça c'est bien. Donc les infos du bonjour Jérôme. Donc les infos du jour. Première info, puis après une fois qu'elle finit, deuxième info. Faut reprendre la parole derrière à chaque fois pour la relancer sur la deuxième, puis la troisième. 4, il y en a 4. Hein. Ne faites pas dire la 5e parce que sinon j'ai un autre. Comment? Il y en a 4. Il y en a 4, Ouais. d'accord. Mais si elle parle trop longtemps, on l'arrête. Ouais. À 55. À 55, on l'arrête pour laisser un mot de conclusion. On va jusqu'à 57-45. On va jusqu'à 57, nous? D'accord. Ok. Donc, bon, bah, c'est bon. 57-45, ça parce que le mec il perd pas de temps. Puis après, il faudra dire au revoir et à demain. Ouais. Après eux. Ouais. Au revoir, on les retrouve demain, bonne journée. Comment? Après eux deux, vous leur dites au revoir, bonne journée, à demain. Et à demain. Moi, je dis plus rien dans ces D'accord, cas-là. ok, ça marche. J'ai pas besoin de reprendre la parole. On y retourne dans 10 secondes. 10 secondes. Donc là, on redit qu'on est sur IDFM. Antenne. Donc vous avez écouté Fred Blondin, nous sommes dans l'émission Le Bar de l'économie avec l'association d'Inactive, excusez-moi. Donc aujourd'hui on reçoit Yacine Kalfi et François-Xavier Mondésir. Mais tout de suite, bonjour Jérôme, quelques infos. Oui, tout à fait. Invasion des milliardaires. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires dans le monde, alors que 0 peut être interprété comme un tout petit chiffre. Lorsqu'on en ajoute 9 sur votre compte en banque, vous devenez milliardaire. Surprise! Nouveau record battu l'an dernier avec 2754 milliardaires. Leur richesse cumulée a explosé de plus 24%, atteignant 9200 milliards de dollars. On s'y perd presque dans tous ces chiffres. Pour vous donner une idée, cela est égal à 10 fois la valeur boursière d'Apple, champion de la bourse américaine tout de même. Pourquoi cette explosion du nombre de milliardaires? Tout simplement grâce à la santé florissante de l'économie mondiale, donc pour plus de précision, des marchés boursiers profitables, la croissance, des meilleurs emplois et échanges commerciaux et des bénéfices solides des entreprises. C'est en Europe que résident le plus de milliardaires,
avec 821, particulièrement grâce à l'Allemagne, 3e du classement, avec 152 milliardaires. Donc nous parlions hier de vacances, vous savez désormais où partir, avec un peu de chance, vous tomberez peut-être sur la bonne personne. Donc beau temps pour les milliardaires. Deuxième info. Hermès entre au CAC 40. Pour continuer dans la fortune, nous avions parlé lors des précédents jours du sac Hermès vendu le plus cher au monde pour 322 400 euros aux enchères. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette marque de luxe puisque foulard en soie et sac en croco s'envient dans le club très fermé des grandes affaires françaises. Donc lundi 18 juin, Hermès fait son entrée officielle dans le CAC 40. Il s'inscrit au 8e rang des sociétés les plus chères de France avec 57 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc il ne fait pas à moitié. Hermès est valorisé aujourd'hui pour plus de 48 fois ses bénéfices. Pour vous donner une idée, c'est plus que Facebook qui fait 30 fois ou Apple 20 fois. Le luxe prend la place du ciment Lafarge. Très bien, bravo pour les sacs et bravo pour les... comment on appelle ça? C'est pas les foulards, hein, ce sont les carrés, hein, c'est ça? Ouais, c'est plutôt les carrés Hermès d'ailleurs. Autre info? Chacun son vocabulaire. Oui, je suis un peu vieux, merci. C'est parce que non, c'est un peu daté, c'est tout. Uber détecte votre état de sobriété. Bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de juger, votre petit verre de trop ne passera plus inaperçu. Uber sera peut-être un jour capable de savoir si vous avez un peu trop bu. Le service de véhicules de tourisme avec chauffeur a déposé un brevet décrivant une technique d'intelligence artificielle qui servirait à détecter l'état d'ébriété du client. Alors comment c'est possible? L'application Uber serait par exemple détecter les fautes de frappe, la précision avec laquelle vous cliquez sur les liens et les boutons, la vitesse à laquelle vous marchez, l'heure et le lieu où vous vous trouvez. Donc, que se passe-t-il si vous avez trop bu? En cas de suspicion d'ébriété, il est possible d'être orienté vers des chauffeurs capables de gérer la situation, mais le système pourrait aussi interdire l'accès à son service de partage de trajet Uber Pool. En attendant, n'oubliez pas de marcher droit. Bon, alors si les fautes de frappe sont tous liées à l'alcoolisme, nous sommes tous des alcooliques, je pense. Oui. Hein. Là, c'est pas nécessairement très précis. Hein. Une autre info? Une vie sous terre, priorité aux piétons, alors que dans les films comme Le 5e élément, Blade Runner ou Retour vers le futur, où le futur est envisagé avec des véhicules volants, Elon Musk, créateur de la société The Boring Company, envisage un réseau sous terre. Donc il fait l'inverse, lui. Il avait d'abord pensé à un projet fou, lutter contre les embouteillages en transportant les voitures sur des plateaux électriques. À 200 km/h dans des tunnels, il n'est plus question d'attendre. Mais le projet a changé de nature. Le patron de Tesla et SpaceX vient d'annoncer un réajustement des plans pour donner la priorité aux piétons et aux cyclistes. Les voyageurs pourront simplement entrer dans une navette qui descendra dans le réseau de tunnels, un peu comme un ascenseur en fait. Ils effectueront un tracé de 27 km en une douzaine de minutes à bord de la navette électrique. À 240 km/h, plus question de mettre 45 minutes en utilisant le train. Le transport de voitures n'est pas abandonné, mais il viendra dans un second temps. Ok, merci Jérôme. Donc ça va être sympa pour les claustrophobes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de conclure avec nos deux invités, donc Yacine Calfi et François-Xavier Mondésir. Donc allez-y, donc le premier qui a envie de faire la conclusion. Bah, moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait... Donc Yacine, oui. On a un risque tous les ans. D'accord. Voilà. Okay. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de contrôle obligatoire. Et sur toute cette masse des 7 millions, vous en avez 2,3 millions qui sont équipés d'installations, ce qu'on appelle très dangereuses. Très dangereuses. Donc, alors, à contrario, il y a juste une modification de la loi, je crois. Maintenant, aujourd'hui, dans le cadre des locations, les bailleurs ont l'obligation, lors du renouvellement, de faire... Enfin, ça fait partie des contrôles... Ça fait partie des contrôles comme le DPE, etc. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve qu'avec, entre guillemets, avec seulement 7 millions. D'accord, voilà. Très bien. Merci Yacine. François-Xavier. Eh bien, en conclusion, les employeurs, faites contrôler vos installations électriques. Il en va de la sécurité de vos salariés, de la vôtre, de votre entreprise aussi. Oui, de l'outil de travail. De l'outil de travail, il ne faut pas oublier. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, c'est déjà très bien. Et puis en plus, voilà. Et de plus, si vous avez des coupures intempestives, posez-vous des questions, faites contrôler votre installation par un organisme indépendant qui ne sera pas jugé parti, qui vous dira juste ce qui ne va pas. Voilà. Et puis je tiens aussi à remercier l'association d'Inactive de nous donner la parole, et puis IDFM. Merci. Également. Très bien, merci messieurs. Je vous remercie pour votre intervention. L'émission est terminée, donc je vous propose une dernière pause musicale avec Kyle Eastwood.
et je vous dis à demain. C'est le fils de Clint Eastwood. C'est le fils de Clint Eastwood. Ah ouais? Il va se produire sur scène à Anguin. Kyle Eastwood, c'est le fils de Clint Ah bon? Eastwood. D'accord. Ok.